J'espère que vous êtes en pleine forme là avec les beaux jours d'été qui arrivent. Je suis en compagnie de Marion Graeffi, cofondatrice de Télécope. Bonjour Marion, Bonjour. qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui avec nous. Donc, comme je le disais, qui a fondé Télécope, c'est assez récent et je vais vous laisser présenter le projet et même plus largement votre démarche. Donc Télécope, c'est un opérateur télécom coopératif et qui a au cœur de sa démarche en fait la notion de sobriété numérique. Donc nous, on est parti du constat que le numérique a des impacts environnementaux qui sont importants, hein. Aujourd'hui, c'est 4% des gaz à effet de serre. Ça pourrait passer à 8% au niveau mondial d'ici à 2025. Et en fait, on s'est tout simplement dit que le numérique pouvait servir concrètement à la transition écologique et sociale. Et que pour ça, il fallait qu'il soit utilisé de la bonne manière, tout simplement, pour continuer à en faire une belle opportunité de développement, d'émancipation, d'organisation. Mais dans le même temps, pour ça, il fallait prendre conscience que le numérique, c'est une ressource qui n'est pas illimitée. Et donc, d'où la raison pour laquelle on a finalement créé un opérateur télécom, parce qu'en fait, l'opérateur télécom, c'est la porte d'entrée vers le numérique. Et c'est aussi du coup finalement un acteur qui peut décider de créer un autre type de porte d'entrée, c'est-à-dire une porte d'entrée qui soit responsable, qui soit engagée, qui soit finalement au service et vraiment là pour répondre aux besoins des citoyens et pas seulement dans une logique consumériste de développement à tout va de cette technologie. Donc voilà, donc ça c'est la raison d'être de Télécope et pourquoi on l'a développé. Et moi particulièrement, et bien moi j'ai travaillé d'abord, quelques années dans l'industrie agroalimentaire, en marketing, en communication et en fait, je me suis dit que mon temps professionnel était un temps qui était, très précieux puisque finalement le temps c'est ce qu'on a de plus précieux, dans nos vies et je me suis dit que c'était important que je puisse, mettre, ce temps-là à profit, d'une cause qui moi m'intéressait plus, mais aussi qui me dépassait. C'est, bah, la question de comment on va pouvoir, vivre sur terre, d'ici, les 20-30 prochaines années et tout ça, ça a besoin de d'être réfléchi dès maintenant, tout simplement et notamment sur cet aspect du numérique, dont je vous parlais tout à l'heure et notamment, au sein d'une coopérative, puisque comme je disais, nous sommes une coopérative Télécope et Télécope, c'est du coup aussi un opérateur télécom qui appartient aux citoyens, donc n'importe qui souhaite pouvoir acheter une part sociale dans l'entreprise peut le faire. Et ensuite, ça veut dire aussi que c'est une entreprise très démocratique, puisque chaque personne, quel que soit le montant de prise de part sociale concrètement qu'il a pris au sein de la coopérative, donc le montant qu'il a concrètement investi, et bien en fait vote sur le principe d'une personne est égal à une voix. Et donc ça permet aussi d'injecter quelque part de la démocratie sur ces secteurs d'activité qui sont aujourd'hui aussi bah, en fait dominés par des très gros acteurs avec des très gros enjeux financiers et qui défendent du coup l'intérêt privé quelque part, l'intérêt de quelques-uns. Donc le Oui, but aussi c'est de refaire de ça quelque chose de démocratique. c'est que ce système de coopérative, le principal intérêt finalement, c'est de remettre votre société au cœur enfin votre entreprise au cœur de la société, au cœur des citoyens. Ouais, tout à fait, c'est ça, c'est de dire que qu'en fait, le numérique, il doit servir à tous, il doit pouvoir défendre l'intérêt collectif, et pour ça, en fait, bah, la bonne façon, de rendre tout ça possible, c'est de permettre à chaque citoyen de s'investir, en fait, dans son opérateur télécom et de co-construire, les offres et les services, de son opérateur télécom. À la fois, bah, pour qu'on réponde vraiment aux besoins clés, des personnes, mais aussi pour que, on puisse défendre une vision de l'avenir. Parce qu'en fait, les citoyens, on l'a vu dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, quand on leur donne les bonnes informations, quand on leur donne aussi, la possibilité de s'investir, en fait, ils sont aussi capables, et ben, de prendre des décisions assez courageuses, hein, pour ce que c'est que l'avenir de notre vie sur terre, tout simplement. Et donc, heu et donc c'est ça, c'est de pouvoir créer un espace où on peut construire ce que c'est qu'un opérateur télécom, mais aussi, où on peut, bah, finalement, inventer des nouvelles façons de vivre de faire la société, en fait, avec le numérique. Donc c'est aussi tout ça.
Vous parliez de clients là en l'occurrence, ou en tout cas d'abonnés, et surtout les sociétaires du coup investis dans leur démarche, dans votre société. C'est hyper intéressant et contre-intuitif parce que le business model des opérateurs téléphoniques, il est vraiment basé sur cette volatilité des clients. Et alors là, je vais être schématique, hein, mais je pense que ça va parler à tout le monde. Généralement, le premier critère de choix, c'est le prix, et d'une année sur l'autre, dès qu'on peut partir d'un opérateur, en tout cas, on est bon nombre à ne pas s'en priver, et on passe de l'un à l'autre uniquement comme ça sur le prix, quoi. Oui, tout à fait. C'est le premier critère de choix, hein, vous avez complètement raison. Et en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est aussi une erreur, en fait, parce que, finalement, mais c'est une erreur, c'est pas de la faute des personnes qui font ce choix-là, hein, c'est pas ça, c'est qu'on est plutôt, dans une, société qui nous encourage à réfléchir, comme ça, qui nous encourage à réfléchir uniquement sur le prix, et sur, comment on fait pour avoir le service le moins cher. Or, quand, on paye un service, pas cher, eh ben, en fait, il y a des conséquences, qui, sont importantes, à la fois pour les hommes et les femmes qui travaillent, dans ces entreprises, les services clients notamment, et cetera. Donc, nous typiquement, on a pris l'engagement d'avoir un service client uniquement basé en France, hein, pour créer de l'emploi local, mais aussi un service client, qui est pas là pour, vendre des choses en plus, et notamment des mobiles, des smartphones en plus à nos clients. Il est là plutôt pour les accompagner dans leur vie numérique. Il est là aussi pour faire finalement du numérique un outil plus simple. En fait, c'est aussi ça la mission qu'on s'est donnée dans le service client, pour le rendre plus accessible. Et oui, effectivement, quand on paye un service à un juste prix, ça permet aussi de pouvoir faire ça. Ça permet aussi, de pouvoir relocaliser de l'emploi, de pouvoir, en fait, de pouvoir s'affranchir aussi pour un opérateur télécom des logiques, finalement qui mènent un peu à notre perte, hein. C'est-à-dire, de pousser les gens à consommer toujours plus, de pousser aussi, dans notre cas, à racheter systématiquement des nouveaux téléphones, et cetera. Nous, typiquement, on a pris, l'engagement, de pas vendre des téléphones, c'est-à-dire de pas pousser finalement, nos abonnés à changer leur téléphone, à la fois pour des raisons environnementales, mais aussi des raisons économiques, hein, parce qu'en fait un téléphone ça coûte très cher, et donc ça peut être aussi intéressant d'avoir un opérateur télécom qui plutôt nous accompagne à conserver notre téléphone le plus longtemps, possible. Donc voilà, c'est aussi tout ça en fait, de payer, le juste prix, pour, son forfait mobile. C'est, permettre de développer l'emploi local, mais c'est aussi, permettre de pouvoir créer un autre modèle qui soit au service de la transition écologique, et donc, de l'allongement, de la durée de vie de notre équipement, notre matériel, et cetera. Oui, d'un point de vue positionnement, ça vous différencie quand même là assez nettement de la concurrence. Donc même d'un point de vue purement business, la démarche est intéressante, et je pense prometteuse, puisque les consommateurs, alors pas encore la majorité, mais sont de plus en plus préoccupés par cette bonne valorisation des produits. Et je pense qu'en téléphonie, comme en la grande distribution, notre façon de s'alimenter, on a été habitué par des années où en fait le prix auquel on voyait afficher les choses, pour nous, et à juste titre, pardon, c'était le prix de ces choses. Mais il s'avère que ce soit un morceau de viande, un paquet de lentilles ou un forfait téléphonique, on a été mal habitué. Et si on veut un service, un bon service et responsable derrière, vous parliez par exemple de tout ce qui est service SAV, ça peut être la qualité du travail pour eux aussi. Il faut se poser les bonnes questions, et on peut pas avoir autant de choses à ces prix dérisoires, quoi. Tout à fait. C'est en fait, on est vraiment dans un système, le système capitaliste, tel qu'il existe aujourd'hui, parce que en plus, c'est plutôt même une économie libérale, qui dit que, en fait, la bonne façon de consommer, c'est consommer le moins cher possible. Mais, ce que ce prix n'intègre pas, c'est à la fois tout ce que vous avez décrit, et c'est aussi, les impacts environnementaux de tout ça. C'est-à-dire que, on paye pas cher parce que, d'autres en payent le prix,
Alors bien sûr, les salariés, donc les personnes qui sont, dans ces entreprises, mais aussi, la planète en fait, hein. La planète, et tout ce qu'on appelle quelque part, les esclaves modernes, qui sont, aujourd'hui, bah, partout sur la planète, et donc typiquement sur la chaîne de production d'un smartphone. C'est particulièrement le cas quand on s'intéresse à, la façon dont aujourd'hui, sont extraites, les matières premières, terres rares, matériaux, qui sont nécessaires pour fabriquer, nos smartphones. En fait, on consomme tout ça à petit prix, parce que en fait, il y en a d'autres qui, clairement, payent le prix. Et c'est ça aussi, cette notion du prix juste, c'est de pouvoir aussi, se réinterroger sur, en fait, quel est le prix que quel est le prix que coûtent réellement, en fait, finalement, ces, produits. Mais, le prix, pas uniquement en euros, mais, le prix, en impact environnemental, en coût carbone, en coût salarial, en, tous ces impacts-là qui sont aujourd'hui pas du tout présents, malheureusement, dans la façon dont, les produits sont mis en avant, dans notre économie, classiquement. Donc, oui, c'est aussi important et urgent de faire évoluer ces repères-là pour que, bah, à la fois pour que les consommateurs et les citoyens, parce que moi je parle de plus en plus de citoyens, parce que pour moi, ces actes de consommation-là, c'est un acte de citoyenneté, en fait, hein. On s'interroge pas uniquement par rapport à ce qu'on a dans son porte-monnaie, mais aussi par rapport à la place qu'on occupe dans une société et dans le monde de manière générale. Et ça, c'est pour moi plus de l'ordre de la citoyenneté. Et c'est là où c'est important aussi de pouvoir redonner du corps finalement, et de l'importance aux personnes, hein. C'est aussi de dire qu'elles peuvent avoir ce rôle à jouer. Sans, et ça c'est aussi très important, sans culpabiliser les personnes, hein, parce que, le changement, il se fera bien évidemment parce qu'en tant que société civile, et bien en fait, on transforme ses habitudes, on décide de faire les choses différemment, mais aussi parce qu'on fait pression sur les gouvernements, on fait pression sur les entreprises, pour que les choses évoluent, puisque bien évidemment le cœur de l'impact, il sera là. Mais voilà, ça participe en fait, à cette transformation, de manière plus globale. Alors, je rebondis sur cette notion de culpabilisation et ça va me permettre de faire le lien avec votre projet. Je précise aux auditeurs d'ailleurs que j'ai aucun intérêt dans Télécoop. On m'a pas proposé de forfait gratuit. Voilà, je rassure tout le monde. Là, l'intérêt, c'est de parler de la démarche avec l'exemple concret de ce que vous pouvez proposer. Mais voilà, il n'y a rien de commercial derrière. Désolé pour la petite aparté, je reviens du coup sur ce que vous disiez. L'aspect culpabilisateur, c'est que vous, il y a une vraie dimension pédagogique dans votre projet et je veux bien qu'on s'y arrête un instant, que vous en parliez à nos auditrices et auditeurs. Oui, tout à fait. Alors en effet, vraiment l'enjeu de la coopérative, c'est de rendre accessible, hein, ce que c'est que les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Et pour ça, en fait, on a besoin de passer par une phase de sensibilisation, on a besoin de passer par une phase où on va, très concrètement rendre tout ça, visible, hein. C'est particulièrement le cas dans le numérique, hein, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait, impalpable, en fait. Et on a cette, idée, j'allais dire très ancrée en nous, hein, justement que le numérique est tout à fait immatériel et donc n'a pas d'impact. Donc on commence par cette phase-là et en fait les forfaits tels qu'on les a créés chez Télécoop, il y a vraiment cette matérialisation de ce que c'est que l'impact environnemental du numérique et comment surtout on fait pour, et bien, en fait, pour agir concrètement et simplement aussi, contre tout ça. Donc par exemple, le premier forfait de la coopérative, c'est, le forfait sobriété et c'est, 10 € appels et SMS, en France métropolitaine et services en Europe et ensuite c'est 2 € par giga de données mobiles, consommées. Donc l'idée c'est de matérialiser en fait ce que c'est que, la consommation, sa consommation de données mobiles, mais surtout, c'est que nous on accompagne chacun pour réduire sa consommation de données mobiles. C'est-à-dire que nous parce qu'on est une entreprise qui cherche, l'impact environnemental et social, et à favoriser la transition écologique, on a mis en place en fait plein de choses pour que les gens puissent pouvoir limiter leur consommation de données mobiles. Donc nous, on n'a aucun intérêt à ce que les factures soient élevées, au contraire, on va plutôt lutter pour que ce soit l'inverse. Et ensuite, ça c'est vraiment sur les usages. Et le deuxième forfait de la coopérative, qui est le forfait transition,
Ça, c'est un forfait où c'est 20 € appels et SMS et 9 gigas de données mobiles, donc qui est à peu près la moyenne en fait de consommation de données mobiles en France. Et surtout, en fait, on a intégré dans ce forfait une aide financière à la réparation. Donc chaque année, les abonnés au forfait transition peuvent bénéficier de 30 € de remboursement sur des prestations de réparation, d'ailleurs d'auto-réparation, puisqu'il y a des personnes qui souhaiteraient auto-réparer leur téléphone. Et donc ça permet de rendre à la fois plus accessible la réparation de son téléphone, qu'elle nous coûte moins cher, mais que du coup son téléphone aussi, le fait d'avoir un téléphone nous coûte moins cher aussi, hein, parce que c'est un budget conséquent. Et aussi de rendre visible en fait le fait que c'est possible de réparer son téléphone et que la coopérative est là pour accompagner chacun dans cette démarche. Donc voilà, donc le projet qui est autour de Télécope se construit comme ça dans les offres en tant que telles. Et en plus, notre service client, comme je disais tout à l'heure, est basé en France et est là pour accompagner chacun, hein, quel que soit le temps que ça prend, dans ses usages numériques, hein. Chez nous, les personnes ne sont pas, on ne reçoive pas un intéressement au nombre de choses qui sont vendues. Il n'y a pas non plus l'intérêt, enfin, il n'y a pas de compteur de temps, hein, qui est passé avec chacune des conversations. C'est pas ça l'objectif. Le but, c'est de prendre le temps qu'il faut. Et, et après, au-delà de ça, on mène beaucoup de campagnes de sensibilisation et de formation. Donc, on anime très régulièrement des webinaires sur ce que c'est que la sobriété numérique, sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire son impact carbone, mais toujours dans une idée de ne pas culpabiliser en fait, parce que c'est pas la culpabilisation qui fait avancer. Au contraire, c'est plutôt la sensation d'être accompagné dans un univers bienveillant et qui permet justement eh bien, en fait, de pouvoir reconstruire sa propre transition, puisqu'en fait, on est tous différents, on a tous des besoins différents, et il faut aussi pouvoir ben, finalement rentrer dans un quotidien pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, donc c'est la façon dont on travaille tout ça au quotidien. J'aime beaucoup cette idée de, euh, comment dire, aider les gens à se rendre compte de leur consommation de données avec ces 2 euros par giga supplémentaire là. C'est que finalement, vous le disiez, la moyenne c'est 9 gigas par personne en France. Et on voit en permanence une surenchère de forfaits. Alors, j'ai pas les chiffres précis en tête, hein, mais 20, 30, 40 gigas, enfin, je sais pas à combien ça monte. Et à chaque fois, je me pose cette question, mais qui va au bout de ces forfaits, quoi? Même en regardant des films toute la journée, je sais même pas si c'est possible. Et je sais même pas comment les opérateurs arrivent encore à attirer des gens dans ce type de filet. Parce que au final, si on était voilà, à 9, allez, 10, 11 gigas, pour une grosse partie de la population, ça suffirait largement. Et peut-être qu'avec ces 2 euros supplémentaires sur la facture, ce qui n'est pas non plus la ruine, c'est une bonne façon d'allumer une petite alarme. Parce que là, je vais juste faire le parallèle avant de vous laisser la parole. Ça me fait un peu penser au paiement sans contact. Il y a un peu ce côté, c'est illimité, ou en tout cas, on a la sensation que ça l'est, et du coup, on vérifie pas. Et on se pose pas de questions, et on continue, on continue, on continue, et en fait, on pourrait être beaucoup plus économe, frugaux là-dessus, quoi. Ben, c'est clair que hem, en fait, quelque part, quand on fait ça, on essaie de matérialiser quelque chose qui a été pas mal passé sous silence, hein, parce que une petite donnée qui est quand même importante, c'est qu'aujourd'hui, quand on consomme 1 giga de données en 4G, on a un impact énergétique qui est jusqu'à 3 fois plus important que si on l'avait fait via le Wi-Fi, et jusqu'à 10 fois plus important que ce qu'on l'avait fait en plus avec la fibre. Donc en fait, cette surenchère que vous décrivez, elle est problématique à la fois en termes d'impact énergétique, mais elle est aussi problématique en termes de l'économie de l'attention. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on a un forfait avec des très gros paquets de gigas, c'est que quelque part, ça nous autorise finalement le fait de passer de plus en plus de temps sur notre téléphone, de consommer de plus en plus de numérique, il y a un certain accaparement en fait tout simplement de notre temps, d'autant plus avec ce type de forfait qui donne d'autant plus l'impression que en fait à la fois cette ressource est illimitée, mais qu'en plus on peut s'y adonner à foison en fait. Et ça
c'est en fait, quelque chose qui, à mon avis, va à l'encontre même de notre liberté, quelque part. Parce que, moi, ce que j'entends souvent, c'est, «Oui, mais moi, en tant que personne, j'ai la liberté, de payer un forfait pas cher, de consommer énormément de données mobiles». Il y a vraiment cette notion-là aussi, hein, de liberté quelque part, et de liberté de voilà, de consommer, en fait, tout simplement. Et moi, ce qui me frappe, à ce moment-là, c'est que moi, je pense que la place que prend le numérique actuellement, dans nos vies, dans notre société, c'est pas une forme de liberté, en fait, hein. C'est quand même plutôt, un grignotage, de ce que je disais, tout à l'heure, ce qui est le plus important dans notre vie, c'est notre temps. Donc, parce qu'en fait, quand on regarde, ce à quoi est utilisé notamment, le temps passé, sur les vidéos et cetera, C'est pas bon, pour bah, faire c'est, avancer le monde. bah, exactement, malheureusement, des vidéos en streaming, c'est des choses qui, bon, bah, oui, peuvent être, probablement, instructives Divertissante. jusqu'à un certain niveau et divertissantes et bien évidemment, on a le droit de se divertir, c'est pas la question. Mais c'est que, toutes ces applications, tous ces sites internet et cetera sont faits pour nous rendre captifs, en fait. Ils sont faits pour, faire en sorte qu'on y passe le plus de temps possible. Donc voilà, c'est ça aussi que ça pose comme question, hein, tous ces types de consommation, et que nous aussi on cherche à matérialiser d'autant plus. Oui, et je reviens sur cette notion de liberté. Alors, je vous suis à 200%. C'est pas parce qu'on peut le faire, tant physiquement que techniquement, financièrement, qu'il faut vouloir le faire. Et là, un exemple concret, par exemple, je rebondis sur ce que vous disiez, là où c'est vraiment hyper impactant pour l'environnement, c'est de prendre de la donnée via la 4G. Dédicace aux personnes qui peuvent regarder des longues vidéos dans les transports en mouvement, où on sait que ça prend encore plus d'énergie, que c'est encore plus compliqué pour les appareils de transmettre et recevoir de la donnée. Est-ce qu'on est obligé à chaque trajet en métro, en bus, voilà, si c'est le trajet de train annuel, là il y a peut-être rien de choquant, mais d'être en permanence sur les vidéos, est-ce que ce serait pas le moment de parler à sa copine à côté ou de lire un livre voilà, on peut se poser la question en fait. On pourrait attendre un autre moment pour peut-être le faire de manière responsable, on va dire. Oui, ben, ça vaut le coup de se poser la question en effet, parce qu'en fait, ben, l'exemple, que vous preniez, je trouve qu'il est particulièrement parlant. Moi quand, le Wi-Fi, s'est lancé dans le TGV, je me suis dit: «Bon, alors effectivement ça va être un gain de temps, pour un certain nombre de personnes parce que, il y a cette logique de pouvoir travailler dans le train», enfin il y a plein de choses de ce type-là. Mais en fait, ça veut aussi dire que, on grignote encore plus un espace où, en fait, il y avait des limites physiques jusqu'à présent, qui faisaient que, le numérique, était pas présent, enfin en tout cas on le proposait pas plus et surtout on n'encourageait pas plus à son usage, hein, parce que bon, typiquement le Wi-Fi dans le train c'est un bon exemple, c'est une sorte de faux Wi-Fi, hein, parce qu'en fait c'est un Wi-Fi qui est, oui, c'est un Wi-Fi d'un point de vue technique, mais je veux dire qu'il est pas, relié à un réseau de terre, hein, donc en plus il utilise, le réseau, d'antennes qui se trouve tout le long des voies de TGV, donc le réseau d'antennes, mobiles, hein, pour pouvoir, proposer le Wi-Fi à bord du train. Donc en fait, quelque part, bah, c'est pareil, c'est l'utilisation de la 4G et cetera, donc bon, il y a quand même il y a là-dessus, une omniprésence, hein, une omniprésence du numérique et dans la façon dont on peut le consommer qui, bah, pose question, en fait, qui pose question, par rapport à nous, la société qu'on souhaite, par rapport, aussi à l'impact sur nos enfants, sur, aussi ces publics les plus jeunes, en fait, hein. Et tout ça, mais ça présuppose aussi qu'on peut débattre de ça et c'est ce qu'on cherche à faire, en fait, avec la présence de Télécope, c'est de pouvoir, créer aussi un espace de débat sur ces questions, pour les citoyens qui nous rejoignent, et cetera. Mais aussi parce que, en soi, on représente, une autre façon de faire, quoi, une autre façon de placer le numérique dans nos sociétés. Alors, question sur la 4G. Il y a eu la 2G, il y a eu la 3G. Là, on va passer à la 5G. De mémoire, on pouvait regarder déjà des vidéos, ce qui me semble est l'une des choses les plus lourdes en 3G. Je me demande même pas si en 2G c'était le cas. Enfin, je me souviens plus, mais en tout cas en 3G c'est sûr. Euh, à quoi sert
Et quels sont éventuellement les problèmes de monter d'un niveau de G tous les X temps? En fait, j'ai l'impression qu'on se crée des besoins. Sans polémiquer, mais voilà vraiment factuellement à quoi ça sert. Eh bien, en fait, les technologies des télécoms ont beaucoup évolué sur ces questions-là. Alors pour 2 raisons. À la fois pour, rendre plus rapides les échanges. Il y a vraiment cette notion-là qui était, notion de comment est-ce qu'on fait pour, échanger le plus rapidement possible, quel que soit l'endroit où on est, en fait, sur le territoire. Donc pour, avoir une notion de mobilité, en fait, hein, qui était aussi importante. La deuxième logique aussi, c'est, du coup, c'est aussi une question de développement économique, en fait, hein. C'est-à-dire que cette, rapidité-là permet aussi, de pouvoir, développer des nouvelles activités. On l'a vu, en fait, dans l'histoire des télécommunications. En fait, les télécommunications, elles ont accompagné les révolutions industrielles, tout au long, de l'histoire de ce développement-là. Donc aussi bien, avec le télégraphe, hein, si je reviens très en arrière avec, vraiment, la première révolution industrielle, puis après on a continué comme ça sur, perfectionner, nos logiques de télécommunication pour, en fait, pour aller toujours plus vite, quoi. Et en fait, maintenant on peut se poser la question, en fait, de savoir à quoi ça sert de continuer, en effet, de changer de technologie. En fait, pour 2 raisons principales. La première, c'est la raison, environnementale, encore une fois, c'est-à-dire que quand on s'équipe d'un nouveau type d'équipement, type de la 5G, en fait, le cœur de l'impact environnemental, l'adoption, en fait, de cette technologie, c'est, ce qu'on appelle, l'amont, hein. C'est ce que a dit le Haut Conseil pour le climat, qui a révélé qu'en gros, le cœur de l'impact environnemental de la 5G, c'est, la production en tant que telle, de tout ce qu'il nous faut pour, construire de nouvelles infrastructures, mais aussi, de tout ce dont il faut qu'on s'équipe pour bénéficier de cette nouvelle technologie. Donc, Je sens qu'on y typiquement, vient là. voilà, c'est ça. Donc typiquement, en fait, la majorité du parc en France, on n'a pas de smartphone compatible 5G en majorité. Donc ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de la 5G, eh bien, en fait, il va falloir racheter un nouveau téléphone. Et en fait, quand on sait que 80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone, c'est sa fabrication, donc le cœur, hein, finalement, c'est sa fabrication, le cœur de son empreinte environnementale, on comprend bien que, en fait, ça peut vite être une catastrophe, quoi. Et donc c'est ce que explique le Conseil pour le climat. Donc, le problème, en fait, des télécommunications, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il est accompagné depuis le début, des révolutions industrielles, des développements, et cetera, au fur et à mesure, en fait, j'allais dire, du développement de notre économie. À différentes étapes clés, en fait, il y a toujours eu les télécommunications qui ont joué un rôle important, dans ce développement-là. En fait, le numérique et les télécoms, ils continuent, en fait, d'accompagner, notre certaine vision de la société, notre certaine vision de l'économie, en fait. Et la raison pour laquelle on se projette déjà dans la 6G, c'est à cause de ça, en fait. C'est parce que on a cette vision que, en fait, que l'économie, elle va continuer à se développer quoi qu'il en coûte, en fait. Donc le numérique, j'allais dire, n'est qu'un miroir de tout ça, en fait, hein. Donc elle accélère aussi, hein, mais c'est un miroir de notre vision, de cette société, capitaliste qui ne fera que, grandir et grandir et grandir et que croître, en fait. Or, on sait bien que, c'est pas si simple puisqu'on évolue sur une planète qui a des ressources qui sont limitées et donc ça, on sait que c'est plus possible. Mais pour autant, on n'a pas encore, fait notre changement, j'allais dire, de mentalité, et on n'a pas, pour l'instant, construit, en tout cas, j'allais dire d'un point de vue collectif, un autre récit, en fait, quelque chose qui pourrait ne pas être que de la croissance. Donc voilà, ça vient un peu de tout ça, je dirais. Je pense que c'est un peu le rôle que vous essayez d'endosser au niveau de la téléphonie et du numérique plus largement, mais c'est vrai que à vous écouter, et bon, on peut faire le constat aussi un peu de nos côtés. La téléphonie, c'est vraiment l'archétype de cette logique de prix bas, le plus de performance de données possible. C'est vraiment en anglais, enfin on appelle ça une commodité. Vous voyez, il y a peu finalement de sens, de valeur derrière. Et heureusement que des gens comme vous
peuvent réfléchir à donner un sens à tout ça parce que jusque-là, sinon, c'est une course sans fin en fait. On, on se demande même à quoi bon en fin de compte. Bon, je sais que les échanges numériques sont pas uniquement entre particuliers, c'est pas forcément le SMS ou la photo envoyée, il y a tout ce qui est Internet of Things, tous les services financiers, médicaux, donc il y a des choses qui ont besoin de plus de débit, mais à un moment donné, c'est même plus que ça va être instantané, c'est que ça va arriver à l'avance, enfin, on sait pas trop où ça va, quoi. Ouais, non, mais ce que vous évoquez aussi, c'est entre guillemets la question de la priorité en fait qu'on donnera aux outils numériques. C'est-à-dire, est-ce qu'on construit des infrastructures pour répondre à nos besoins de santé? Puisqu'effectivement, là, le numérique, il semble, au-delà d'être indispensable, il semble aussi donner des opportunités assez incroyables pour faire des choses différemment et les choses de manière, en tout cas, peut-être plus efficace sur un certain niveau. Enfin voilà, mais c'est sûr que, bah, en fait, comme les ressources sont de plus en plus limitées, qu'il y a déjà en fait des tensions sur un certain nombre de matériaux hein, dont on a besoin pour se servir du numérique, de tensions au niveau géopolitique, hein, donc concrètement Oui, les terres d'approvisionnement. rares, ouais. Exactement. Donc ça suppose qu'en fait, on va devoir, quelque part, hiérarchiser. En fait, on va devoir dire, bah, en fait, il y a des choses qu'on va pouvoir se permettre, d'autres qu'on ne pourra plus se permettre, en fait. Et notamment parce qu'en fait, en Europe, on ne détient aucune de ces matières premières, en fait, hein. Sur nos sols, elles sont extraites uniquement à l'étranger. Et là, il y a des projets qui commencent à voir le jour, qui sont comment est-ce qu'on récupère en gros les matières premières nécessaires dans les gisements de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire les déchets, etc. Donc ce type-là de gisement. Mais ça en est encore au stade de vraiment très très embryonnaire. Donc ça veut dire que bah, soit on prend très vite le virage là, on arrive à construire une économie circulaire sur tout ça, soit bah, on va passer par un trou d'air, quoi. C'est-à-dire un moment où mais en fait on pourra plus s'en servir de la même manière parce que ces ressources-là seront plus du tout aussi abondantes que ce qu'elles l'ont été jusqu'à présent, quoi. Donc c'est voilà, donc ça suppose aussi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on dit chez nous, c'est que le numérique, c'est pas une ressource illimitée, et donc il faut réfléchir en fait à ce qu'on veut vraiment en faire, quoi, plutôt que le développer tout azimut, quoi qu'il en coûte. Oui, réfléchir, c'est le terme, hein, parce que c'est pas sans rappeler, là, ce que vous décrivez, les énergies aussi. C'est que, par exemple, l'électrique, bon, on se félicite tous qu'il y ait de plus en plus de voitures électriques. La question est de savoir comment elle est produite. En France, elle est majoritairement nucléaire, donc a priori en termes de CO2, ça en rejette pas ou pas beaucoup. Après, quid des déchets? Là où je veux en venir, c'est pas tant d'attaquer le nucléaire, c'est plus que on se dit que l'électrique c'est la solution et waouh, c'est génial, c'est ce qu'on voit. Mais derrière, il faut pouvoir la produire, ça a des conséquences et il en va un peu de même sur justement, ben, on passe à la 5G, c'est chouette. Bon, il me faut un nouveau téléphone, ça aussi c'est chouette. Mais ouvrir de nouveaux gisements ou qu'il y ait des conflits géopolitiques autour des terres rares et de l'extraction de ces types de composants, c'est beaucoup moins chouette. Et soit on le voit pas, on n'en a pas conscience, soit on veut pas le voir. Et c'est là peut-être qu'il faut se responsabiliser. Oui, tout à fait. Et puis, et en fait, le cœur, à mon avis, du problème là-dessus, c'est que euh, toutes bah, les extractions des matières premières bah, qu'on a besoin, que ce soit pour l'énergie ou pour le numérique, hein, de manière plus vaste d'ailleurs, hein, la fabrication aussi, parce qu'en fait, très souvent, c'est pas fabriqué en Europe. En fait, fait que tout ça, ça fait que finalement tout ça est bien, j'allais dire presque irréel en fait pour nous, hein, en tant que citoyens ou en tant que consommateurs. C'est très difficile de s'imaginer le quotidien d'un Congolais, d'un enfant congolais, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines pour extraire nos terres rares qu'on retrouve après dans nos smartphones.
et ben, en fait, on est complètement coupé, en fait, du quotidien, de cet enfant-là, des souffrances qu'il peut vivre, de la difficulté que c'est d'être privé d'éducation. Enfin, en fait, on en est complètement coupé, de la même façon qu'on est complètement coupé, des ouvriers chinois, qui travaillent en masse sur, les chaînes, de fabrication de nos smartphones, sans aucune protection sociale, là, enfin, régulièrement, empoisonnés par, les produits qui sont utilisés, en fait, hein, notamment pour nettoyer. Il y a eu pas mal de scandales autour notamment des empoisonnements au benzène, hein, sur, les chaînes de montage, en Chine. Mais ça, on en est, complètement éloigné. C'est-à-dire que, en fait, la façon dont on consomme aujourd'hui, le numérique, elle est quand même aussi très occidentale, hein, et puis, elle dépend d'un système, quelque part de prédation, et ben, à la fois des ressources de notre, planète, mais aussi, du temps, de travail, de personnes qui sont, quelque part exploitées, pour pouvoir répondre à nos besoins. Enfin, je mets besoin avec des grands guillemets parce que en Oui, fait, c'est ça aussi le point, c'est quoi notre besoin, en fait? Si on revient au cœur du besoin du numérique, c'est de communiquer, c'est d'échanger, c'est de pouvoir s'informer, c'est de pouvoir aussi s'émanciper. Enfin, en tout cas, si on revient aux racines d'internet, hein, c'était tout ça. Donc du coup, voilà, nous poser quand même un peu la question: «À quoi bon?» Et c'est aussi parce qu'on est maintenu un peu, quelque part un peu désinformé, en fait, hein, ou mal informé sur toutes ces questions-là, que c'est aussi difficile pour, chacun d'entre nous, de se projeter dans quelque chose qui peut être différent, en fait, hein. j'ai l'impression que le nœud gordien du problème, vous évoquez le mot besoin, je crois qu'il faut parler de notre confort. Et que tant qu'on est dans cette logique de maintenir notre confort, et si on peut le faire de manière plus responsable, ben, tout le monde est heureux et entre guillemets, on s'en lave les mains. Alors qu'en fait, le vrai enjeu, c'est qu'il faut aussi remettre en cause. Alors, une fois, je ne dis pas du tout qu'il faut revenir à l'âge de pierre, hein, mais il faut peut-être aussi se calmer sur notre consommation et beaucoup de nos besoins qui en fait sont du confort et assez, si c'est pas hyper superficiel pour beaucoup de choses. Parce que quoi qu'il arrive, tant qu'on ne changera pas d'état d'esprit, on trouvera toujours peut-être quelque chose d'un peu plus vert dans la production, d'un peu plus responsable, mais il y aura toujours des conséquences. Et il y a cette phrase, bon, je ne sais pas du tout de qui elle est, mais je l'aime bien, le meilleur déchet, où on peut transposer ça au problème, est celui qui n'est pas créé. Et tant qu'on veut rester dans ce niveau de confort, voire aller plus loin, on produira tout autant ou à peine moins de déchets. Alors qu'il faudrait être peut-être un peu plus frugaux. J'emploierais même le mot un peu spartiate, quoi. Enfin, sans aller dans l'extrême, mais voilà, remettre en cause nos états d'esprit par rapport à ça. Je pense que pour corroborer à ce que vous dites, pour moi le terme central, c'est la sobriété. C'est la sobriété, mais c'est la sobriété heureuse, en fait. Et ça, pour moi, c'est un nouveau récit, en fait. C'est ce qu'on dit, avec Télécope quand on dit: «Mais en fait, quand vous reprenez votre, consommation, numérique en main, en fait, vous reprenez la main sur votre temps, en fait». Et c'est probablement, ce qui est le plus important dans votre vie, c'est votre temps. C'est ce que vous allez pouvoir, imaginer, créer et vous informer avec ce temps, enfin vous développer avec ce temps, en fait. Et c'est ça, en fait, pour moi, le cœur de tout ça, c'est que, finalement, la façon dont on consomme aujourd'hui, en fait, ça ressemble plus à, la façon dont on remplit nos vies, en fait. On la remplit, et c'est ça qui est en fait, contradictoire, hein, avec, ce qu'on dit que, finalement, on est capable de faire, l'homme moderne, l'homme, avec un grand H, hein, l'homme libre, l'homme et cetera, en fait, c'est l'homme qui peut acheter, tout ce qu'il veut quand il veut, parce que c'est ça qui va faire qu'il est heureux. Bon, oui, alors peut-être jusqu'à un certain point, voilà. Ouais, ouais. Je pense qu'on a besoin de choses, ouais, qu'on a besoin de choses pour être bien dans notre quotidien, effectivement, pour, passer moins de temps dans les tâches ménagères. Enfin voilà, ça posait aussi plein de questions d'émancipation des femmes. Enfin, on va pas peut-être pas ouvrir ce sujet-là non plus, mais bien sûr, il y a des choses qui ont été là pour nous émanciper. Mais maintenant, de plus en plus, on est sur des choses qui sont là pour, nous retenir, prisonniers quand même. Prisonniers de notre façon de notre salaire,
devenir prisonnier de notre temps de travail, prisonnier, etc. Mais par contre, ce qui est important là-dedans, c'est que là, les réflexions que j'ai, c'est sûr que il y a plein de gens qui se les posent déjà, mais parce que ils sont déjà, ils ont peu de moyens, ils ont de moins en moins de moyens potentiellement aussi avec la crise actuelle, et cetera. Donc de facto, il y a déjà plein de gens qui se reposent ces questions en fait, hein, de ce que ça veut dire que, bah, en fait, ça veut dire de pouvoir pour gérer un budget en fait. Mais cette sobriété-là, qui est plutôt, bah, en fait, subie par un certain nombre d'entre nous, bah, en fait, ce qui est important de se dire quand même, c'est que, bah, en fait, à la fois, bah, moi je dis souvent: «Fin du monde n'ira pas sans fin du mois», en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin, bah, de pouvoir, faire en sorte que la transition écologique soit un combat qui soit largement porté, par le plus grand nombre d'entre nous dans la société civile. Mais par contre, il faut pas oublier que, il y en a qui sont, il y en a qui sont sur le bord de la route, en fait, et qu'il faut aider dans cette logique-là. Parce que c'est les premiers personnes qui seront concernées, par la crise climatique, par les crises qu'on va connaître sociales, et cetera. Donc voilà, donc c'est juste, fondamental de faire marcher les 2 ensemble. Mais moi je suis assez, persuadée qu'on peut être sobre, et très heureux comme ça. Sur la sobriété, vous parliez de sobriété heureuse à l'instant. Donc d'ailleurs, il me semble que c'est un livre de Pierre Rabhi, si je dis pas de bêtises. Euh, mais au tout début, vous parliez de sobriété numérique. Donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez derrière? Alors la sobriété numérique pour nous, c'est finalement, déjà, réfléchir à la place, qu'a le numérique, dans notre vie et dans ma vie en tant que personne. Donc se poser la question de savoir, est-ce que j'ai besoin du numérique, pour, tous les cas où je l'utilise? Est-ce que je peux faire le choix de consommer du coup, différemment? Et probablement la première chose à mettre en place, pour être dans une logique de sobriété numérique, c'est de pouvoir conserver son matériel le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, c'est le cœur de l'impact environnemental et souvent le cœur de l'impact financier aussi, hein. Donc de pouvoir décider de faire durer nos téléphones, nos ordinateurs le plus longtemps possible, de pouvoir, aussi, faire le choix de moins s'équiper. Parce qu'on est de plus en plus équipés, on a multiplié par 2 le nombre de matériel électronique qu'on a autour de nous, en un peu moins de 10 ans et même 5 ans, je crois même. Et du coup, ça veut aussi dire que, bah, en fait, on est de plus en plus équipés, donc de plus en plus dépendants, on utilise de plus en plus ce matériel, numérique. Donc c'est aussi faire ce choix-là, c'est dire: «Non, en fait, je refuse, de m'en équiper, mon porte-monnaie s'en sortira pas plus mal et puis moi, j'y passerai moins de temps». Donc ça pour moi c'est le premier pas vers la sobriété, numérique, c'est vraiment conserver, ce qu'on a, son matériel le plus longtemps possible et aussi refuser de se suréquiper. Et l'autre point aussi, c'est, bah, de décider de mettre un peu le numérique à distance, quoi. Donc nous, on parle, volontiers de digital detox, donc de comment est-ce qu'on fait pour, typiquement sortir le smartphone des moments, de notre vie, des repas, du matin quand on se lève, du soir quand on se couche. Enfin voilà, c'est de décider aussi que, bah, le smartphone, bah, c'est bien, c'est un super outil, mais il peut aussi décider de quitter notre chambre à coucher, quoi, par exemple. Et en fait, tout ça, en fait, ça laisse le champ libre, ça laisse la porte ouverte à, en fait, d'autres activités ou aussi juste, du temps pour soi, en fait. Et nous, on l'a fait avec, quelques-uns de nos sociétaires, abonnés et cetera. On leur a proposé de participer à ça. Et en fait, même si nous, souvent, c'est des gens qui se posent ces questions-là, qui peuvent être sensibilisés, et cetera, et ben ils sont encore allés plus loin et ils ont trouvé encore justement le fameux confort dont on parlait tout à l'heure. Mais bah, tout d'un coup, ils sont mis à beaucoup mieux dormir qu'avant parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait des impacts là-dessus, à être plus concentrés, enfin voilà, plein de choses en fait qu'ils ont aussi retrouvées, via cette, entre guillemets «hygiène-là», quoi. Donc en fait, la sobriété numérique, c'est tout ça, c'est garder son matériel le plus longtemps possible, mais c'est aussi, de limiter, ses usages du numérique et décider de le mettre un peu plus à distance. Ouais, dans la limitation des usages numériques, alors là, j'ai une question, une réflexion qui me viennent, c'est que la question qui n'a pas mal vécu la perte de son portable, parce que c'est plus que un répertoire de contacts. On a toute notre vie concentrée dedans. Je parle même pas des gens qui synchronisent les comptes, les applications dans tous les sens.
Et la réflexion par rapport à ce que vous décriviez, c'est que là, si on décide de un peu s'éloigner de nos tablettes, téléphones, je pense qu'on va être nombreux à avoir un problème à le faire, à sentir un manque. Et c'est là où justement il faut se rendre compte que c'est une démarche qu'il faut faire et qu'on est dans la bonne direction. Parce qu'on est clairement à des niveaux différents, mais addicts, accros à nos téléphones et nos tablettes, bon, en particulier téléphone. Bah, on est complètement addict. Là, je lisais une étude dernièrement qui disait que on prend plus de 200 fois notre mobile en main par jour. Donc ça C'est m'a pas mal, semblé ça doit énorme. être plus que la main de son enfant pour certains parents. Je suis C'est dur, clair, il ne mais faudra pas lui dire à l'enfant, mais bon, on le prend en photo avec le téléphone, donc ça va, bah, on est sympa. exactement, c'est ça. Mais ouais, mais en fait, 200 fois, ça me paraissait énorme, mais je me suis dit: «Mais en fait, oui, oui, je pense qu'on y arrive assez facilement, en fait». Heu et hem et parce que, bah, le téléphone, c'est devenu une sorte de prolongement de notre main, et puis ça, c'est des années de travail, de communicants, très, très costauds sur ces questions-là, hein, donc faut pas se sentir pour autant, comment dire? Encore une fois culpabiliser sur ces questions-là. Il faut comprendre que ça, c'était dans un système qui nous poussait aussi beaucoup, vers ça. Mais une fois qu'on en a pris conscience, bah, qu'on a été poussé à le faire et que en fait, que c'était pour nous rendre captifs, hein, quelque part. J'ai parlé de l'économie de l'attention tout à l'heure, mais c'est complètement ça. Bah, en fait, ça nous permet aussi de reprendre et de décider de reprendre du recul. Et oui, effectivement, c'est des sortes d'addictions, hein. Enfin, c'est très clairement des sortes d'addictions. Et qui, parce que, ben, pour plein de raisons, alors je ne vais pas rentrer dans les considérations scientifiques maintenant, mais ont, des impacts assez forts sur notre bien-être, en fait, hein. Sur notre bien-être physique, sur notre capacité à dormir, sur notre capacité à nous concentrer. C'est problématique, en fait. C'est vraiment problématique. Donc effectivement, de pouvoir, se défaire, du numérique, quelque temps, quelques heures. Alors ça peut commencer par des choses toutes petites, hein, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, puis, de décider, comme je disais tout à l'heure, de pas regarder son téléphone le matin, d'attendre 30 minutes au moins avant, de regarder son téléphone. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui font qu'en fait, le numérique, il reprend sa juste place, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que, le numérique, il est là quand on en a vraiment besoin et pour répondre à un besoin, plutôt que, être là pour, ben, nous accaparer, en fait. Mais ça passe, ça, c'est sûr que, comme vous le décriviez, c'est un certain effort. Mais si c'est un certain effort, c'est d'autant plus, important de le faire, en fait, parce que, bah, comme toute addiction, en fait, il faut pouvoir quand même, il faut pouvoir en prendre conscience et il faut pouvoir trouver des façons, de s'en défaire, en fait, quelque part. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, on n'est plus dans la liberté, en fait, là, hein. Là, on est vraiment clairement dans, bah, dans le fait de ne pas pouvoir s'en passer, quoi, tout simplement. Bah, vous parliez de liberté, il y a même le voir sur le langage du corps quand on est sur notre téléphone, hein. On le fait tous, on est recroquevillé, on est en boule avec le téléphone à 10 cm des yeux, ça nous rend intelligents et intéressants par rapport aux autres, alors que quelqu'un qui va être sans téléphone, il va être sensible à son environnement, il va être peut-être un peu plus droit, projeté sur les autres. Et sur ce qui se passe. Donc, en termes de liberté, je pense que ça parle un peu plus au niveau du langage du corps, quoi. Oui, tout à fait. Et vous preniez tout à l'heure le cas, bah, d'une rame de métro. Moi, c'est des choses qui, ne venant pas de Paris, hein, je suis à Paris depuis que quelques années. Ou le choc Et culturel. ouais, j'ai eu un petit choc culturel, au début en arrivant parce que, parce que, moi j'avais l'impression que le métro c'était pas ça, moi, il y a encore quelques années quand je venais à Paris, pour, m'y balader ou quoi, et ben, en fait, je sais pas, j'avais l'impression de quand même pouvoir avoir des liens avec, les gens qui partageaient ma rame de métro. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'il pouvait se passer des choses quand même. Et en fait, je me suis rendu compte là, un exemple tout bête, mais il y a un musicien qui jouait dans le métro et vraiment c'était
assez incroyable ce qu'ils jouaient. Et j'ai regardé les gens autour de moi et en fait, on devait être deux trois à le regarder, Ouais, à l'indifférence. accompagner, voilà. Et tous les autres étaient, et là, on se parle de 20-30 personnes autour, étaient sur leur, téléphone, quoi. Et en fait, tous ces phénomènes d'indifférence dont on parle depuis longtemps, où voilà, ben, il se passe quelque chose dans le métro, personne ne nous aide, enfin, combien d'histoires on a entendu là-dessus? Mais en fait, je pense que l'usage du smartphone et la façon dont on s'en sert, il accentue tout ça, en fait. Parce que c'est une façon de nous créer une bulle, mais à la fois de nous protéger aussi, hein, parce que, bah, il y a plein d'agressions extérieures, donc on cherche à se protéger, de tout ça et de vivre dans notre, moment, quoi. Mais en même temps, du coup, bah, il y a plus de contact avec les autres. Donc de toute façon, ça ne fait que renforcer ces sentiments d'indifférence. J'allais dire pour être aidé en plaisantant, faut envoyer un SMS, mais je me rends compte maintenant, je me souviens, enfin c'est dramatique, mais euh, d'avoir vu envoyer un SMS à tel numéro, alors peut-être pas dans des rames de métro parisien, mais il me semble dans le train. Euh, alors là, j'essaie de comprendre la logique. Bon, je pense que la SNCF, en l'occurrence ICE, fait de son mieux pour assurer la sécurité à bord des trains, mais il m'arrive quelque chose dans le train, plutôt que peut-être solliciter la bienveillance et l'aide de gens présents. Je vais envoyer un SMS, je sais pas où ça va atterrir, et l'aide envoyée, alors là, enfin voilà, ça laisse songeur, la démarche est louable, hein, mais ça laisse songeur sur tout ça, quoi, le relationnel et ce qu'on fait de nos portables aussi. Ouais, bah, l'exemple que vous prenez est quand même très frappant. Parce que là, j'ai l'impression que ça agit aussi, enfin que cette proposition, elle agit un peu comme un palliatif, au fait que, bah, il y a moins de contact entre les gens, donc potentiellement, voilà, bah, moins de protection potentielle, hein, des personnes qui peuvent être, en danger. Hem, c'est sûr que ça, c'est sûr que ça questionne énormément sur, ce que ça peut vouloir dire, les uns par rapport aux autres. Alors bon, il y a peut-être d'autres problèmes que je n'anticipe pas, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est ouais, ça questionne énormément sur, un peu notre place dans le monde, quoi. En fait, oui, la place dans le monde et est-ce que notre place est derrière un smartphone ou est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est avec les autres dans la vraie vie? Voilà, moi j'ai l'impression c'est plutôt la deuxième option qui me donne envie. Mais voilà, mais c'est sûr que c'est sûr que ça ne ouais, c'est sûr que ça encore une fois, ça requestionne notre manière de faire société en fait, hein, tout simplement et le levier qu'est le numérique, pour faire société aussi, quoi. On arrive vers la fin. Je voulais savoir si vous aviez un livre, alors sur ce thème-là, comme n'importe lequel autre, que vous auriez à conseiller. Alors moi, j'ai pas de livre à conseiller. Alors il y a des choses qui sont très bien pour, rentrer dans le détail des impacts du numérique, notamment de Guillaume Pitron. Donc ça, je pourrais le recommander. Enfin, tous les, tous les livres qu'il a pu écrire sont hyper intéressants, que ce soit sur les questions des métaux rares, sur la face cachée du numérique, sur ces notions-là. C'est hyper intéressant si vous voulez rentrer dans ce détail-là. Et bien évidemment, je vous y encourage. Et moi, il y a autre chose que je pourrais recommander aussi, c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle, «Ça commence par moi» de Julien Vidal. Et en fait, là où il m'intéresse ce podcast, c'est que, comme je le disais, je pense qu'on manque de récits. En fait, on manque de manières, différentes, bah, de pouvoir, imaginer, le monde avec un numérique différent, mais aussi imaginer le monde, avec une notion de sobriété et cetera. Et en fait, ce podcast-là, il essaye d'inventer des futurs, désirables et souhaitables, par le récit. Et du coup, c'est assez intéressant en fait de se plonger dans une autre façon de voir les choses. Oui, parce qu'on pense différemment quand il n'y a qu'une seule version. Là, entre guillemets, il n'y a pas une tête qui dépasse et on se pose pas de questions. Mais top, j'irai voir personnellement. Voilà. Et est-ce que vous auriez une citation à partager aux auditrices et auditeurs? Alors une citation, ben, moi j'aime beaucoup, le terme de sobriété heureuse.
Moi, je pense que alors c'est pas une citation en tant que telle, mais vraiment la thématique autour de sobriété heureuse, moi, c'est quelque chose qui me parle parce que, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que, en fait, on peut d'autant plus s'émanciper et d'autant plus être heureux quand on se lance dans une démarche de sobriété. Donc voilà, donc je crois beaucoup, à ça. Génial. Bah écoutez Marion, ça a été un plaisir. Je vais vous laisser le mot de la fin pour nous parler de vos actualités ou si vous voulez une dernière fois parler de Télécope, c'est à vous. Eh bien, pour, donner un petit mot sur notre actualité, ben, Télécope aujourd'hui, fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des Licornes avec 2 O, un ensemble de 9 coopératives qui œuvrent sur l'ensemble finalement, des besoins, de notre quotidien, l'alimentation, l'énergie, la mobilité, le numérique. Et actuellement, on est en pleine levée de prise de part sociale. Donc, vous avez toutes les infos sur licorne.coop, puisque nous sommes tous des sociétaires enfin, on accueille tous pardon, des sociétaires qui peuvent prendre part à la construction de nos coopératives. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup, c'était top. Eh bien, un grand merci pour cette invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à évoquer tous ces sujets. À très bientôt. À bientôt.